Les Romains se promènent et regardent la lutte et les autres compétitions sportives. La fête continue sur tout l'espace du rassemblement. Ils trouvent Sabir parmi les gens de sa tribu. Comme les Sibériens ne sont pas nombreux, ils sont contents de la visite des Romains. Le vieux chaman verse sur le feu une cuillère de beurre fondu et récite une prière tangraïste. Les Sibériens étonnent les Romains avec leurs chansons de gorge et leurs jeux virtuoses sur leur koumou, instrument de musique très simple. On participe à une danse en rond avec les meneurs qui improvisent. Salvien s'intéresse. Combien de jours dure le voyage jusqu'à votre pays? Sabir répond. Nous voyageons toujours avec des chevaux de rechange et pouvons dormir en selle, tout en continuant notre voyage. Il tape sur l'épaule de son jeune compatriote, lui. Il a parcouru ce trajet en 1 mois. Il faut 3 mois, quand on voyage tranquillement. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Car Attila a organisé des relais et construit des ateliers et des usines d'armement en Oural. Le trafic est donc beaucoup plus animé qu'avant. C'est pourquoi beaucoup de monde vient de la Sibérie et de l'Oural afin de vendre de l'or, des pierres précieuses et semi-précieuses, des fourrures de zibeline, de l'hermine et du renard. Oreste dit. Je suis impressionné par la quantité de fourgons dans les lieux de stationnement autour de la ville. Les gens viennent souvent avec leur famille dans des fourgons et y habitent pendant que les affaires se font. Les Huns aiment voyager. Les routes vers la Sibérie sont maintenant moins dangereuses que vers la Chine et la Perse. Oreste s'anime, les Romains aiment aussi les voyages. J'ai été en Égypte, en Grèce, en Espagne, en Gaule. J'ai vu certaines merveilles du monde qui sont si bien décrites dans les guides pour touristes. Ces livres sont bien vendus dans les librairies de Rome. Puis, il ajoute d'une voix rêveuse. Je voudrais voir la Sibérie et même la Chine, visiter des endroits où aucun Romain n'a mis les pieds, voir comment vivent les peuples inconnus. Étonné, Salvien le regarde et entend Sabir qui parle. Lui aussi, d'une voix rêveuse, je connais bien l'Italie, j'ai vu la mer Aral, la mer Noire, la Méditerranée. Mon grand-père a été à l'Est, il a vu la mer Baïkal et les mers chaudes chinoises. Moi, je voudrais bien visiter la Gaule, aller jusqu'au grand océan occidental. Quand, dans l'après-midi, les jeux guerriers commencent, les Romains retournent à leur place afin de mieux les voir. Les compétitions des différents jeux d'adresse, de la voltige, du lancement du javelot et des autres armes, des arts martiaux et du tir à l'arc se déroulent simultanément. Onégèse les rejoint de nouveau. Regardez. Il n'y a aucune compétition qui mette en danger la vie d'un adversaire. Ces peuples sont si guerriers qu'on ne peut pas leur donner de raison ou de prétexte pour l'hostilité. La vengeance ou la rancune. Selon une des lois de Modun Khan, on ne peut sortir les armes blanches de leur fourreau sans l'ordre des chefs. Les coupables de non-respect de cette loi sont passibles de la peine de mort. Les Romains sont stupéfiés de voir l'adresse des cavaliers huns et scythes. Chaque tribu a sa manière de voltiger. Les cavaliers sont souvent des garçons de 12 et même de 10 ans. Les courses de chevaux suscitent une grande animation et les cris des spectateurs. On voit que même Kérékao et Aïta veulent la victoire des cavaliers de leur tribu, mais Kérékao retient ses émotions afin de ne pas vexer les représentants des autres tribus uniques. Elle décerne aux gagnants des prix de valeur. L'attention de Salvien est attirée par les compétitions d'archers car il sait bien que l'arc est l'arme favorite des guerriers huns. Les Huns n'aimant pas le choc frontal, ils n'établissent le contact direct que lorsque l'adversaire est déjà déséquilibré afin de lui porter le coup de grâce. Leur mobilité, leur capacité de concentration, leur technique de harcèlement avec des tirs à l'arc et des feintes de fuite donnent aux cavaliers huns une efficacité singulière. Les armées des peuples sédentaires ne pouvaient pas écraser ces cavaliers dans les steppes.
On pouvait espérer les vaincre seulement dans des situations rares et exceptionnelles, par exemple en coupant, pendant la marche de leur armée dans une vallée, toutes les sorties possibles. Les Romains voient que les meilleurs archers tirent sur une distance de plus de 500 pas et le champion a tiré sur presque 1000 pas. Salvien est admiratif, incroyable. Le meilleur archer de notre légion, qui est venu des îles de Bretagne, tire avec son arc gaulois sur moins de 400 pas. Onégèse explique avec un plaisir visible. L'arquin est bien plus solide et résistant que l'arc occidental et, surtout, sa corde reste toujours tendue en place à la différence, par exemple, des arcs gaus ou gaulois, dont la corde n'est mise en place et tendue qu'avant la bataille, afin que l'arc ne perde pas ses performances. L'arquin est formé de plusieurs éléments associés avec une âme en bois contrecollée de tendons au dos et de cornes sur sa face interne. Sa fabrication peut durer pendant plusieurs années. Une âme en bois est taillée dans un arbre poussé à l'ombre sur la terre humide. Les artisans ne font parfois que 2 âmes d'arc avec un grand tronc. Puis vient l'assemblage corne-âme. La corne utilisée est du buffle d'eau ou d'ibex. Une fois sec, après plusieurs semaines, l'assemblage est presque plat à l'exception des leviers. Le tendon utilisé provient aussi d'ibex et des autres animaux sauvages. Il est coupé, séché et séparé en fines fibres. Celles-ci sont ensuite plongées dans la colle chauffée puis déposées sur le dos de l'arc en couches successives. Vient alors la phase de séchage, de 6 mois à 6 ans, pendant laquelle le tendon se rétracte et donne sa forme à double courbure à l'arc. Salvien s'exclame. Je savais que l'arquin est composé de 3 couches mais ne soupçonnais pas que le processus de sa fabrication était aussi complexe. Nos arcs ne sont pas composites. Oreste ajoute. Je sais que toutes les tentatives des ingénieurs et des artisans romains de reproduire l'arquin ont échoué. Comme, d'ailleurs, les tentatives de faire couler du fer et de mouler des pièces d'armement et des objets de la vie courante, comme le font les Huns dans leurs ateliers de l'Oural. Onégèse sourit ironiquement. Puis il continue ses explications. Les Huns construisent des hauts fourneaux à charbon. Les ingénieurs romains dans ce domaine sont moins qualifiés que les artisans du peuple qui est considéré par vos empereurs comme barbare. Mais les ingénieurs romains estiment leurs homologues huns. On a eu des tentatives de corruption de nos meilleurs métallurgistes et armuriers. Les cavaliers commencent leur compétition de tir à l'arc en mouvement. Ils s'approchent des cibles avec une cadence de tir incroyable et, après les avoir dépassées, continuent de tirer avec une grande précision par-dessus leur épaule. Oreste remarque. Des étriers et une selle confortable donnent plus de stabilité aux cavaliers. Salvien le soutient. C'est très important dans la bataille, et les guerriers se fatiguent moins pendant leur mouvement. Je ne crois pas que les Huns pourraient dormir en selle, tout en continuant leur chevauchée, s'ils n'avaient pas d'étriers et de bonnes selles. Nos officiers aussi commencent à adopter les étriers et certaines formes d'armement Huns. Onégèse dit avec ironie, mais on change difficilement ses habitudes. Les Romains ne réalisent même pas à quel point leurs attelages, qui étranglent les pauvres chevaux, sont primitifs. L'introduction du collier de cheval fera la révolution dans le transport et l'agriculture. Regardez attentivement les chariots et les fourgons Huns. Les archers commencent à tirer avec des flèches qui percent les armures. Salvien fronce le sourcil quand on installe, en guise de cible, le mannequin d'un officier romain avec une ancienne cuirasse lourde. Maintenant nos légionnaires préfèrent porter des cuirasses en lamelles de cuir. Onégèse rit, et depuis l'empereur Gratien, beaucoup de légionnaires ne portent plus de casque, tandis que la cavalerie lourde une est cuirassée des pieds à la tête. Même leurs chevaux sont protégés. Salvien voit avec inquiétude que les Huns ont des flèches qui percent l'armure à une distance de 200 pas.
Il se souvient d'Essius et pense involontairement. C'est bien d'avoir des amis si redoutables. Il entend ensuite de nouveau la voix de Galla Placidia. Je prie Dieu pour que le ciel au-dessus de notre empire soit moins nuageux. Le Romain regarde le ciel. Le soleil brille et il n'y a aucune nuage au-dessus de la capitale des Huns.